Le chef de l'État partage les préoccupations des cadres et chefs traditionnels de l'Anyébi-Thiassa. C'est en marge de la visite d'État du 16 avril. Visite marquée par l'inauguration de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo et le meeting de Thiassalé. Dans ce 13h également, nous allons nous rendre à Bamako pour parler de la 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement qui a porté sur la lutte contre la faim et la sécheresse dans le Sahel. La Côte d'Ivoire, représentée à cette réunion par le ministre de l'Intégration africaine. Également dans cette édition, les dates des examens à grand tirage CEP, BEPC, BAC 2015. Les dates des évaluations de fin d'année sont donc connues depuis hier. Bonjour à tous. Il y a 3 jours, le chef de l'État était dans l'Anyébi-Thiassa, visite d'État de 24 heures où le président, en marge du meeting et de l'inauguration de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo, a échangé avec les cadres et les chefs traditionnels de Thiassalé, Ndoussi, Taabo et de Sikensi, échange qui a porté sur le développement de la région. La synthèse avec Awa Touré. Les cadres, les élus et les chefs traditionnels de Thiassalé, Taabo, Ndoussi et Sikensi adhèrent pleinement à l'appel de Daoukro et soutiennent totalement la politique du président de la République Alassane Ouattara. Un soutien réaffirmé par le deuxième vice-président du Conseil régional de l'Anyébi-Thiassa, Amoussou Chal, porte-parole des populations, lors de la rencontre entre le chef de l'État, les cadres et les chefs traditionnels. Permettez-moi, Excellence, de vous féliciter au nom de toutes les populations de la région pour toutes les actions de développement que vous ne cessez d'entreprendre afin de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Nous notons également votre détermination en faveur de la paix et sur cette question, vous avez pris de nombreuses mesures afin de promouvoir la réconciliation nationale. Grâce à votre politique basée sur la culture de la paix, de nombreux exilés ont regagné la mère patrie où ils vivent dans la quiétude. Nous notons d'ailleurs que nombreux sont ceux d'entre eux qui donnent de la voix dans les rangs de l'opposition. Nous vous prions cependant, Monsieur le Président, de poursuivre inlassablement les efforts déjà entrepris afin que ceux des exilés qui hésitent encore empruntent le chemin du retour définitif dans leur pays. Au cours de cette séance d'échange, les populations ont exprimé leurs préoccupations, notamment sur les questions liées au foncier rural, à la promotion des cadres de la région, au retour des réfugiés et aux infrastructures routières et sociales. Le président de la République a sans détour apporté des éclairages et pris bonne note de ses préoccupations avant de saluer la grande mobilisation de l'Anyébi-Thiassa qui est pour lui une marque d'affection. Vous avez parlé d'un sujet important qui concerne le retour des réfugiés, de nos frères et sœurs qui sont allés dans certains des pays voisins ou éloignés. Et beaucoup sont rentrés dans les mois qui viennent. Selon les estimations du Haut Commissariat aux réfugiés, près de 10 000 personnes pourraient rentrer d'ici la fin de l'année. D'ailleurs, Madame la Présidente Hélène Johnson-Sirleaf et moi-même devrions nous rencontrer en Côte d'Ivoire d'ici le mois de juin pour faire le point. Donc je voudrais vous rassurer que nous mettons tout en œuvre pour que tous nos concitoyens qui le souhaitent puissent revenir au pays. Nous avons à cœur que nos concitoyens reviennent. Nous avons à cœur de régler le problème des victimes. Nous avons à cœur aussi de terminer le processus judiciaire ou juridique. Je voudrais aussi dire un mot sur la prochaine élection présidentielle. Je vous remercie du soutien que vous m'avez apporté et donc les engagements qui sont pris pour faire un score meilleur que celui de Congo ou de Korogo. Je suis sûr que tel que vous êtes mobilisés et connaissant beaucoup de mes frères et sœurs ici à mes côtés, je sais que nous serons engagés ensemble pour que ces élections soient non seulement apaisées, mais que cela demande que la page de la crise post-électorale est définitivement tournée. Et c'est par un fort taux de participation à ces élections que nous donnerons ce signal. Donc sur
les élections, je suis totalement serein parce que nous avons en place une commission électorale véritablement indépendante. Nous ferons l'élection présidentielle en octobre 2015. Ce qui est important, c'est le respect de la Constitution et la régularité du processus si nous voulons bâtir un pays moderne et un pays respecté. Les populations de l'Agnébit-Tiassa qui entendent accompagner et soutenir les actions de développement du président de la République Alassane Ouattara lui ont promis un score mémorable à la présidentielle d'octobre 2015. Et vous l'avez vu et entendu, certains problèmes de Tiassalé ont trouvé solution à la grande joie des populations, des cadres et chefs traditionnels. Ils expriment leur satisfaction dans cet élément après la visite du président à Tiassalé. Le président de la République a mis au cœur de son programme la santé des Ivoiriens. Un peuple sain dans un pays sain, un pays pacifique pour pouvoir travailler, aller à l'émergence. Je ne peux que remercier le chef de l'État parce que depuis 4 ans, il a fait beaucoup de choses pour toute la Côte d'Ivoire. Le fait d'être passé ici aujourd'hui, nous savons qu'il est venu avec le développement et toute la population, avec tous les cadres réunis. Nous lui disons merci. C'est vraiment un grand sentiment de joie. Nous avons ici une infrastructure qui permettra de répondre aux besoins sanitaires du département, de la région, voire du pays, puisque c'est situé à la croisée de grands axes routiers. En une journée, notre département a tout eu. Toutes les composantes du département ont eu droit à des dons importants. Les chefs de communauté, les chefs religieux. Le président a promis de faire en sorte que toutes les doléances des populations en termes d'infrastructure soient réalisées. Et je crois que c'est ce que nous tirons comme profit ou bénéfice de cette journée. Vraiment la joie est tellement immense que je ne sais pas quoi dire. Pour dire que nous sommes contents, on l'attendait depuis longtemps. Et Dieu merci qu'il est arrivé. Et toutes les promesses qu'il a faites, je crois que Tiassalé va redémarrer. Franchement dit, son arrivée ici nous a totalement séduit parce qu'on ne s'attendait pas. Parce que c'est la première fois. Depuis, il y a eu plusieurs présidents qui sont passés. On a toujours attendu leur arrivée, mais ils nous promettent qu'ils n'arrivent pas. Pour cette fois-ci aussi, on ne pensait même pas qu'il allait arriver. Et comme lui tient toujours à sa parole, il est arrivé. Vraiment, ça nous a tellement plu que vraiment, c'est même pas ce qu'il faut dire. Donc ce qui fait que pour les élections à venir, on va se mobiliser pour lui faire un beau tour de score. Nous sommes heureux, très heureux, à tel point que l'émotion fait que nous n'avons même pas de mots à lui dire que de dire merci. Il nous a fait beaucoup de dons. Il nous a promis, donc la région Agnébit-Tiassa sera en chantier, et ça serait des retombées. Et ça serait des peuples en souffrance qui seront heureux de bénéficier des retombées du pays et à travers le président de la Côte d'Ivoire. En le voyant, chacun veut le toucher. Et moi, il m'a salué 2 fois. Je ne vais pas laver ma main parce que pour moi, c'est un des disciples de Houphouët-Boigny, plus proche. Donc, je vais garder ça pendant au moins 2 jours. Parce que, comme on le dit, la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Mais qu'est-ce que nous apprécions aujourd'hui? Les réalisations du président Alassane. Mais donc, ce n'est pas de la politique politicienne. Voilà. Donc, que les gens ne nous fassent un mauvais procès. Nous voulons que le président Alassane continue ses travaux. La manière dont le président de la République, Houphouët-Boigny, a bâti ce pays a été défiguré. Lui aussi, il est venu comme un don de Dieu pour reconstituer ce pays. Il nous a demandé 10 ans, accordons-lui les 10 ans et je crois que nous serons plus que satisfaits. Ça a été une pièce populaire, vous avez pu constater vous-même. Et puis l'apothéose au stade de Tiassalé. Nous avons été comblés par la première dame d'abord et ensuite le président lui-même qui est en fait chez lui. Le département de Sikensi, Tiassalé, c'est chez le président. Il a comblé la population de beaucoup de cadeaux, beaucoup de très bonnes choses. Mais le plus important, c'est les projets de développement. Il va désenclaver la région de l'Agnébit-Tiassa qui était véritablement un problème. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est chose faite. Nous sommes très satisfaits et bravo au président.
C'était là la réaction des cadres et chefs traditionnels de Tchassalé à l'occasion de la visite du président dans la région il y a 72 heures. De Tchassalé, justement, rendons-nous à Washington. Vous le savez, à Washington, 325 milliards de francs CFA ont été dégagés pour financer le plan de développement régional élaboré par les pays les plus touchés par Ebola. En tout cas, c'est l'une des résolutions importantes prises au cours des réunions annuelles du printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Notre envoyé spécial à Washington est Sylvie Touré. Le groupe Banque mondiale va décaisser dans les 12 à 18 mois prochains une enveloppe supplémentaire de 650 millions de dollars, l'équivalent d'un peu plus de 325 milliards de francs CFA, pour financer le plan de redressement élaboré par les 3 pays les plus touchés par Ebola, le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. Ce fonds servira à renforcer les systèmes de santé, l'agriculture, l'éducation, les aides financières aux populations et les programmes de protection sociale. Il prévoit également de développer l'accès à l'électricité et à l'eau potable et surtout la mise en place d'un système de surveillance épidémiologique pour prévenir de futures épidémies. Un appui fera plus de l'appui de la Banque mondiale. Plusieurs pays ont fait la promesse d'apporter une aide pour éradiquer le virus Ebola. La Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge de cette mobilisation internationale. Elle s'est engagée par la voix du Premier ministre Daniel Cablon-Denkan à renouveler son appui en personnel de santé affecté dans les pays touchés. Selon l'OMS, 37 nouveaux cas ont été confirmés la semaine dernière contre 30 la semaine d'avant. Ce qui fait dire à Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, que la course contre Ebola est un marathon et les derniers kilomètres sont les plus difficiles. Il entend poursuivre la mobilisation. L'épidémie a coûté la vie à plus de 10 600 personnes en Afrique de l'Ouest et le montant des pertes de PIB causées par le virus dans les 3 pays les plus affectés est évalué à plus de 1000 milliards de francs CFA, d'où l'intérêt pour la communauté internationale à mettre le cap sur la reconstruction des pays à l'épicentre de l'épidémie d'Ebola. Ici à Abidjan, les patronats ivoiriens et français renforcent leur coopération dans la continuité des échanges qu'ils entretiennent depuis plusieurs années. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et le mouvement des entreprises de France se sont retrouvés, ceci dans le cadre d'une rencontre économique autour du thème « Le rôle du secteur privé dans le développement économique en Côte d'Ivoire ». Reportage Jean-Louis Gbangbo. Le déjeuner débat de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, INATSI, a été une véritable séance de renforcement des capacités des premiers responsables des sociétés publiques et privées. Il a mis en exergue la contribution du tribunal de commerce dans la gouvernance des entreprises. Dr François Koumoué, président du tribunal de commerce d'Abidjan, a instruit les administrateurs sur l'utilité de cette juridiction spécialisée dans le fonctionnement des entreprises. J'ai essayé de faire voir aux administrateurs que le tribunal de commerce était présent à toutes les étapes de la vie de la société, à sa naissance, durant son fonctionnement et à la fin de la société. Ils doivent exercer leurs fonctions dans le respect des lois et règlements. Pour le directeur général et président du conseil d'administration, qui constituait l'essentiel de l'auditoire, cette rencontre a permis de mieux appréhender le rôle du tribunal de commerce, à savoir la nécessité d'assurer une meilleure prise en charge des conflits de la vie économique. Nous savons que l'État de Côte d'Ivoire a mis des outils modernes pour aider l'opérateur économique à se garantir, à se prévenir d'éventuels préjudices. C'est pour l'INATSI un moyen de vulgariser ces instruments-là, de mieux faire connaître ces instruments auprès de sa cible. Le tribunal de commerce d'Abidjan a, depuis sa création en octobre 2012, rendu 8500 ordonnances sur requête et 6400 ordonnances de référé et jugement. Deuxième titre de ce journal, la 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement du comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel s'est tenue le 15 avril dernier. Au centre des préoccupations, la lutte contre la faim, la sécheresse, les changements climatiques et l'insécurité transfrontalière. La Côte d'Ivoire était représentée à cette conférence par son ministre en charge de la question, Ali Koulibaly, le ministre de l'intégration africaine. Le commentaire de Léon Brou. Le CILS, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, reconnaissant à son président sortant, le chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno.
Durant les 4 dernières années, l'institution, sous l'impulsion de celui qui passe le flambeau au président malien Boubacar Keïta, a amélioré sa gouvernance financière et élargi sa toile avec l'adhésion de 4 pays. La Côte d'Ivoire, la Guinée, le Bénin et le Togo, ce qui fait passer de 8 à 13 les membres de l'institution sous-régionale d'intégration. À sa 17e conférence, la Côte d'Ivoire a été représentée par son ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Ali Koulibaly a participé aux côtés des chefs d'État et de gouvernement à l'adoption du plan quinquennal du SILS pour la période 2015-2019. Un programme pour faire de l'outil d'intégration l'instrument de lutte contre la faim, la sécheresse, les changements climatiques et l'insécurité transfrontalière. En Côte d'Ivoire, dans le domaine de l'éducation nationale, bientôt les examens de fin d'année. Depuis hier, les dates de ces examens à grand tirage sont connues. Le calendrier a été dévoilé à la presse. Le point avec Emeraude Assa et Mamadou Kwasi. Les récents événements qui ont secoué le système éducatif n'auront pas d'incidence sur le calendrier des examens à grand tirage, selon la directrice des examens concours, DECO. Mariam Dosso a rappelé au cours d'un point de presse que la date de l'entrée en 6e et du CEPE est maintenue au mardi 26 mai 2015. Elle soutient également que les dates du BEPC et du baccalauréat restent inchangées. Pour le BPC, les épreuves d'éducation physique et sportive se dérouleront du lundi 20 au jeudi 30 avril 2015. Les épreuves orales se tiendront du mardi 2 au vendredi 5 juin 2015. Les épreuves écrites auront lieu du lundi 8 au vendredi 12 juin 2015 et les résultats proclamés le samedi 27 juin 2015. Pour le baccalauréat, les épreuves d'éducation physique et sportive se dérouleront du lundi 4 au samedi 16 mai 2015. Les épreuves orales et pratiques seront programmées du 16 au 26 juin 2015. Les épreuves écrites auront lieu du lundi 29 juin au jeudi 3 juillet 2015 et les résultats seront proclamés le lundi 20 juillet. En ce qui concerne les conditions de repêchage au baccalauréat, la responsable de la DECO soutient qu'elles demeurent les mêmes. Depuis quelques années, le taux de réussite aux examens scolaires est croissant à la grande satisfaction du monde éducatif. Dans l'actualité, les médiateurs de la République de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se sont retrouvés à Cotonou, au Bénin. Ils ont adopté une déclaration pour des élections apaisées dans les pays de l'espace. Cette déclaration a été rendue publique ici par le médiateur de la République. Ngolo Koulibaly était face à la presse. En fait, dans moins de 6 mois, il y aura des élections en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Maï Sako. Les médiateurs de la République, membres de l'Association des médiateurs des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, réunis le 10 avril dernier à Cotonou, au Bénin, ont adopté une déclaration. Elle est avant tout une invite à la retenue et à l'acceptation des différences, selon le médiateur de la République de Côte d'Ivoire, Ngolo Koulibaly. C'est un appel au vivre ensemble à l'endroit des pays de l'UEMOA en période électorale. Les médiateurs de la République, membres de l'Association des médiateurs des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, AMP-UEMOA, réunis à Cotonou, appellent l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation des élections, c'est-à-dire les gouvernements, les parlements, les commissions électorales, les partis politiques, à faire preuve de responsabilité en respectant les lois électorales nationales ainsi que les normes communautaires pour préserver et consolider la paix et la tranquillité indispensables à l'organisation d'élections libres et transparentes. Invite les forces de défense et de sécurité publique à s'acquitter avec professionnalisme leurs droits républicains de sécurisation des 10 processus électoraux, recommande aux différents animateurs de médias de faire preuve de responsabilité dans le traitement des informations en vérifiant l'exactitude des informations publiées, en privilégiant la recherche de l'équilibre et en s'abstenant de tout propos susceptible d'inciter à la haine et à la violence conformément
au code de déontologie qui régit leur profession. Selon le médiateur de la République, des réflexions ont été également menées sur la pression exercée par les groupes terroristes sur la zone UEMOA. À ce sujet, Ngolo Coulibaly a exhorté les pays membres à ne pas se laisser aller à des actions inconsidérées lors des élections. Ils éviteraient ainsi de constituer des terreaux favorables aux activités terroristes. En politique, dans le cadre des activités du Parti du Rassemblement des Républicains, le secrétaire départemental du RDR était à Kani, sous-préfecture de Séguéla, pour investir Aboubakar Koné. Il a pris l'engagement de faire de sa mission une réussite. Sidonie Davila. Kani, département de la région du Ourodougou, a déroulé le tapis rouge à Aboubakar Koné, le secrétaire départemental du Rassemblement des Républicains RDR. Également député de la sous-préfecture de Guy Brosseau, il est l'exemple type de la promotion des jeunes au sein du parti, selon la direction du RDR. C'est à l'image de la politique du président, la promotion des jeunes, leur promotion à tous les niveaux de la vie de notre pays. Et je voudrais me féliciter qu'aujourd'hui à Kani, nous investissons un jeune qui, pour nous, représentera cette tranche-là de notre population pour donner espoir à notre pays. Le secrétaire départemental du RDA à Kani, officiellement investi, compte œuvrer pour la réussite de son mandat. Nous sommes dans le travail, dans la remobilisation de nos bases, dans la remobilisation des structures du parti et dans le renforcement de la cohésion au sein du parti. Nous nous attellerons à faire en sorte que la confiance que la base a placée en nous soit une confiance méritée. Nous ferons en sorte que cette confiance-là se détermine par notre action, se détermine par notre manière de guider donc le navire RDR dans le département de Kani, en nous appuyant sur les conseils de nos aînés. Pour la bonne marche de sa mission, il a par ailleurs demandé pardon à tous ses aînés pour obtenir leur soutien et leur bénédiction. À Kani comme à Séguéla, les partis membres du RHDP ont marqué leur solidarité au secrétaire départemental du RDR. Une action qui, selon eux, confirme leur adhésion à la candidature unique au sein du RHDP du Dr Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2015. Vous vous souvenez, à Tchassalé, le président Alassane Ouattara a demandé aux ex-combattants de rejoindre la DDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. Pour exécuter cette instruction du chef de l'État hier, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko a réuni les officiers généraux, les commandants de force, les sous-officiers et les militaires du rang pour leur donner l'ordre de mettre à la disposition de la DDR 5900 ex-combattants associés au FRC, nous dit Hamza Djabi. Le chef suprême des armées a donné des instructions. Les chefs des grands commandements s'exécutent. Lors de la visite d'État à Tchassalé, le président Alassane Ouattara a instruit de retirer définitivement des rangs des forces républicaines de Côte d'Ivoire les ex-combattants qui y sont encore. Ce vendredi, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko s'est adressé aux officiers généraux, commandants des forces, commandants régionaux, chefs de corps, sous-officiers et militaires du rang. Il faut savoir que l'ADDR estime à 74 000 les ex-combattants de la crise post-électorale. Elle a réinséré solidement dans le tissu économique du pays 60 000. Il reste alors à ce jour 14 000 ex-combattants, dont 5 759 éléments associés au FRC. Il s'agit de remettre purement et simplement ces 5 759 éléments associés à l'ADDR pour exécuter les projets qui leur permettront de travailler sainement, de gagner normalement leur vie, pour s'occuper d'eux-mêmes et de leur famille. 45 jours, voilà le délai d'exécution de cette mission à compter du 20 avril prochain. Il s'agit également pour la FRCI de rétrocéder aux propriétaires tous les sites occupés. Le président de la République a été clair, il n'y a plus de matricule à donner. Grâce au programme de la DDR, chaque ex-combattant peut gagner honnêtement sa vie et participer avec fierté au développement de la Côte d'Ivoire. En attendant, l'état-major des FRCI s'emploie à exécuter l'instruction du chef de l'État.
Et justement, dans le cadre de la réforme de l'armée, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un institut d'études stratégiques et de défense. L'annonce a été faite par le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, au cours d'un déjeuner de presse. Abou Sanogo pour plus de détails. Un institut d'études stratégiques et de défense bientôt ouvert en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, au cours d'un petit déjeuner de presse au mess de l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Cet institut s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Ce sont des centres d'excellence qui ne délivrent pas forcément une formation de type académique, où des personnalités d'horizons divers viennent échanger leurs expériences, apprendre à se connaître et à développer des thèmes d'intérêt transversaux qui touchent à la défense. L'implantation de cet institut en Côte d'Ivoire répond aux besoins du pays de se doter d'un cadre d'analyse et de renforcement des capacités des hauts responsables de l'administration, du secteur privé et des forces armées en matière de réflexion stratégique et de construction d'un esprit de défense. Le président a autorisé la création de ce centre qui est donc à vocation régionale, qui va s'ouvrir sur les pays de la sous-région et qui va accueillir des stagiaires venant du continent, mais aussi d'autres continents, pourquoi pas, des animateurs qui viennent de plusieurs continents, de formations diverses. La session test est prévue du 18 au 25 juin prochain à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro pour la recherche de la paix. Elle a pour thème « Relations armées-nation, quel modèle pour l'Afrique ?» Une soixantaine d'auditeurs originaires des pays de la CEDEAO, du Gabon, du Cameroun et de la France y prendront part. Dans l'actualité judiciaire, il se tient depuis le 12 avril à Doha, au Qatar, le 13e congrès des Nations Unies sur la prévention du crime et la justice pénale. La Côte d'Ivoire prend part à cette réunion de haut niveau. Elle est représentée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. À cette tribune, Koulibaly Yenema a passé en revue les actions du gouvernement ivoirien dans le cadre de la lutte contre la criminalité et appelé à une solidarité des États pour promouvoir l'état de droit. Lassina Ouattara. Le 13e congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et de la justice pénale à Doha au Qatar se penche essentiellement sur une stratégie de lutte plus globale prenant en compte des problèmes sociaux et économiques. Occasion pour la Côte d'Ivoire présente à cette rencontre internationale d'expliquer les efforts pour la lutte contre le crime organisé. L'État ivoirien s'est doté de nouveaux instruments juridiques et institutionnels tout en continuant d'accorder un intérêt particulier au fonctionnement de la justice. Ainsi, le gouvernement vient d'adopter un projet de loi de lutte contre le terrorisme dont le dispositif conforme aux standards internationaux vise à réprimer sévèrement ce fléau et à prévenir la prolifération des groupes terroristes auxquels la sous-région ouest africaine est confrontée depuis quelques années. Sur la question de la traite des personnes, le ministre a indiqué le dispositif mis en place en Côte d'Ivoire. Il s'agit du Comité national de lutte contre ce fléau, considéré comme le plus important après le trafic de drogue et des armes. Pour la Côte d'Ivoire, il est par ailleurs indispensable d'accentuer les actions sur le trafic des biens culturels, mais aussi sur celui des animaux. Le vol, la destruction, le pillage ou la contrebande d'objets culturels et de culte et ou des espèces de faune et de flore portent atteinte à l'identité même des peuples et aux ressources mondiales. À cette rencontre qui se tient 5 ans après celle du Brésil, la lutte contre la corruption, le flux illicite des capitaux et le blanchiment sont au centre des débats. À noter que c'est depuis 1955 que les Nations Unies organisent les congrès visant à renforcer la coopération internationale contre le crime organisé. Abouaké Congo Kro, en fait, c'était à l'occasion de l'intronisation de son 9e chef, événement marqué par la connexion du village au réseau électrique national. Parrain de la cérémonie, le ministre Aoussou Kwadjo Jano, les temps forts avec Kwadjo Kwame. Congo Kro, village de la sous-préfecture de Mbayakro, a un nouveau chef. Son nom, Nana Kamounou Kwasi. Il a été intronisé par ses pairs de la localité à la grande satisfaction des populations de Congo-Kro. Cela en présence des cadres et des autorités de la région. Nana Kamounou Kwasi a reçu son arrêté de nomination des mains du préfet de Mbayakro. Cette investiture du chef vient ainsi combler le vide institutionnel de 2 ans
installé après le décès de son prédécesseur en 2012. La population salue l'arrivée du nouveau chef. Après plusieurs années sans chef, les parents ont senti que notre village ne peut aller de l'avant que si nous avons un chef. Donc, on a décidé que nous nous rassemblions ici pour son intronisation. Le nouveau chef entend relever le défi du développement à Kongokro. La première des choses, c'est pouvoir diriger cette population avec une bonne organisation. Et puis, bon, le reste suivra parce qu'il faut le développement du village. Il faut beaucoup d'œuvres sociales. C'est comme ça que nous allons diriger notre mission. Les différents intervenants ont invité la population à soutenir le nouveau chef dans sa mission de rassemblement pour le développement de Kongokro. C'était un reportage signé Kader Sogodogo. Parlons de la première session 2015 du Conseil régional du Thiologo. Le bilan des actions menées pour le bien-être des populations et les perspectives étaient au centre de la rencontre. Kader Sogodogo. Le Conseil régional du Thiologo dresse le bilan de ses activités de l'année 2014. 691 280 000 francs ont été investis dans les secteurs de l'éducation, la santé, l'adduction en eau potable et en équipements divers. Les départements de Ouangolo-Dougou, Kong et Fekese-Dougou en sont les bénéficiaires. Lors de sa première session 2015, le Conseil régional du Thiologo a dégagé ses priorités pour cette année. L'accent est maintenu sur la réalisation d'infrastructures socio-économiques de base pour le bien-être des populations. On va veiller pour que la lourdeur administrative puisse être élevée et nous permettre d'avoir un taux d'exécution pour 2015 plus important qui va avoisiner les 100%. À l'issue de cette première session, le Conseil régional du Thiologo a procédé à la pose de la première pierre d'un lycée régional à Fekese-Dougou. Un lycée qui ouvrira ses portes dès la rentrée prochaine. Coût de l'investissement, 150 millions de francs CFA. Ainsi s'achève ce journal supervisé par Lassine Fofana. Merci de votre fidélité.